Donc je me présente, je m'appelle Sébastien Deletaille, je suis un entrepreneur tech. Je suis connu pour avoir fondé une société qui s'appelle Reactor, anciennement connue sous le nom de Real Impact Analytics, qui est une société tech qui se spécialise dans le big data pour opérateurs télécoms. En 2 mots, un opérateur télécom, c'est une très grande structure. Ils ont des centaines, voire parfois des milliers d'employés. Typiquement au Nigeria, par exemple, un employé télécom va utiliser nos applications pour optimiser les ventes et les distributions. Avec 1 million de points de vente, ce n'est pas toujours évident de savoir où est-ce que je dois recruter des nouveaux points de vente, où ai-je des problèmes de stock, où est-ce que je peux éventuellement augmenter ma part de marché. Plus près de chez nous, en Belgique, Proximus utilise nos applications pour optimiser leur réseau, savoir où il vaut mieux investir, s'il vaut mieux aller à Namur, à Gembloux, à Chaumont-Gistou, et pourquoi. Pour devenir entrepreneur, j'ai suivi le parcours suivant. Dès l'école, en fait, j'ai suivi un programme des mini-entreprises qui m'a incroyablement marqué, qui m'a vraiment donné le virus entrepreneurial. Suite à la mini-entreprise, on est arrivé dans les finales des meilleures mini-entreprises de Belgique. J'ai lancé le cercle des étudiants entrepreneurs de l'ULB. Je l'ai cofondé avec une série d'autres amis. Je pense que c'est l'entité à la genèse quelque part du start. Ces cercles d'étudiants entrepreneurs, là aussi, ont confirmé mon désir d'être entrepreneur. Mais à la fin de mes études à Solvay, je ne me sentais pas directement prêt pour me lancer. J'ai préféré démarrer par une petite case dans le monde des entreprises, où j'ai donc fait un petit passage éclair dans le monde du conseil. Moins de 2 ans pour travailler pour une société qui s'appelle McKinsey. Mais à travers tout ce parcours, je savais que j'allais devenir entrepreneur. Et donc quand j'ai été promu chez McKinsey, j'en ai profité pour démissionner, profité pour alors lancer 3 entreprises avec mon meilleur ami et cofondateur. Et de ces 3 idées, il y en a une qui a vraiment émergé. Et il s'agissait de Reactor. Et donc dans mon histoire un peu récente, j'ai pris la décision de quitter RIA pour une raison très très simple. Ça fait 9 ans que je suis actif dans cette structure. On est passé à travers une quantité incroyable de cycles de croissance. Et aujourd'hui, je me retrouve dans un carrefour où je ne partage pas nécessairement la même vision et direction stratégique de la boîte par rapport à mes investisseurs. Et de commun accord, on s'est mis d'accord sur le fait que eux resteraient actifs dans la société et je profiterai de cette opportunité pour pivoter et découvrir, explorer des nouvelles opportunités. Pour moi, en fait, le terme innover est souvent un terme qui est galvaudé. Il y a vraiment 2 dimensions à l'innovation. Il y a une dimension qui est hyper disruptive, où on imagine un robot qui va venir automatiser l'ensemble de la force de travail de Belgique. Et donc ces idées-là, c'est vraiment l'innovation disruptive, majeure, qui va parfois même casser des systèmes pour en permettre à d'autres d'émerger. Cette innovation-là, en fait, elle est très très rare. Ce n'est pas nécessairement l'innovation qui m'amuse ou qui m'intrigue. Une autre innovation qui est bien plus vaste, bien plus omniprésente, est en fait l'innovation incrémentale, où on cherche des petites idées, des petites améliorations. Parfois, elles peuvent se traduire par des produits nouveaux, parfois par des processus nouveaux. Et à ce titre, cette innovation-là, c'est l'innovation qui m'intéresse en tant qu'entrepreneur, parce que qu'on soit chercheur, qu'on soit explorateur, qu'on soit aventurier ou qu'on soit entrepreneur, en fait, à travers tous ces différents métiers, on cherche à capitaliser sur l'innovation. On cherche à créer des structures, des organisations qui capitalisent sur cette innovation. Et c'est cette innovation-là qui me marque. Pour donner des bêtes exemples sur ce que j'ai vu cette semaine. Hier soir, en rentrant d'un dîner familial, je vois ma voisine qui est en train de promener ses 4 chiens. Elle est tétanisée de voir un de ses chiens écrasé par une voiture et donc elle a acheté un collier qui brille dans la nuit. Et ça, c'est un exemple d'innovation. C'est incrémental. Ça résout un tout petit problème qui est la visibilité des chiens la nuit. Et je trouve cette idée brillante. Une autre idée, beaucoup plus anecdotique, je voyais hier la promotion d'un petit embout qu'on peut mettre sur son robinet qui injecte une lumière dans le faisceau du robinet. Bleu pour indiquer que l'eau est froide, rouge pour indiquer qu'elle est chaude. À nouveau, ça fait partie de ces petites innovations qui peuvent être très sympas et qui sont à la portée de tout le monde.
Il suffit d'avoir le regard, d'avoir la capacité à identifier un problème et de se dire, ok, tous les jours, en fait, pour les centaines de problèmes que je peux observer, quelles sont les petites innovations qui ont ce potentiel d'être mis à l'échelle. La manière dont j'approcherais une start-up innovante ou la manière dont je la définirais, c'est simplement un groupement d'entrepreneurs qui cherchent à résoudre un problème, parfois existant, parfois très connu, mais d'une manière nouvelle, avec une approche différente, sans tabou, parfois en remettant en question des hypothèses qui sont faites dans l'industrie. Ce que j'ai pu découvrir comme entrepreneur, c'est qu'il y a énormément d'entreprises, parfois les plus grandes entreprises du pays, qui sont véritablement incapables de créer des solutions innovantes. Ça laisse donc la porte grande ouverte pour une série de challengers, parfois une série de jeunes, qui n'ont pas peur de s'atteler à ces problèmes d'une nouvelle manière. Ces jeunes viennent avec leur expertise, qu'elles viennent de l'université, viennent avec leur créativité, viennent quelque part avec leur ignorance. Le fait qu'ils ne savent pas pourquoi telle solution est exclue, qu'ils ne savent pas pourquoi telle grande entreprise fonctionne nécessairement de cette manière. Et avec ce regard nouveau, ils sont parfois capables de trouver un raccourci, trouver un changement, trouver une hypothèse critique, mais qu'ils arrivent à retourner. Et en fait, avec toute cette fraîcheur, ils arrivent à lancer des produits sur le marché bien plus vite que les grandes structures. Et le nerf de la guerre ne se trouve pas dans un lancement assez créatif ou un lancement assez innovatif. Le nerf de la guerre, c'est la capacité d'itérer, la capacité d'apprendre des premiers feedbacks du produit et éventuellement de tout de suite réinventer un nouveau produit, tout de suite lancer une nouvelle version, tout de suite faire un changement et être continuellement à l'écoute du client et de l'utilisateur final. Cette manière de réfléchir, cette manière d'agir, pour moi, est le propre des nouvelles générations. Et c'est par ce biais que des startups peuvent être qualifiées d'innovantes. J'ai parfois la chance comme entrepreneur d'être un éternel optimiste. Je veux dire, je suis continuellement en train de voir le monde en disant « Waouh, il y a telle opportunité d'amélioration, il y a telle opportunité de création ». Je veux dire, souvent quand j'encourage des jeunes à devenir entrepreneurs, je les encourage à acheter un calepin et un carnet et à noter chaque fois qu'ils voient un problème ou un défi dans la rue. Et que ce carnet en fait devienne le réflexe pour en gros former une nouvelle perspective, former une capacité à détecter les problèmes. Et au fil du temps, et comme on grandit avec de l'expérience comme entrepreneur, on arrive alors à mieux classer les problèmes entre les problèmes qui ont énormément de potentiel, énormément de marché, versus les idées qui sont juste anecdotiques et qu'il faut parfois juste laisser passer. Par exemple, continuellement, je suis effaré par la quantité de mégots qu'il y a dans la rue. Ça, c'est un problème. C'est un problème qu'on peut détecter en marchant dans la rue. C'est un problème qu'on peut écrire dans son carnet. Et alors, si ce problème représente un suffisamment grand défi pour l'humanité, alors pourquoi pas chercher à trouver des solutions. Oui, je suis convaincu qu'il y a encore des milliards d'opportunités de création. Il y a des milliards d'opportunités d'être innovant. En fait, ce qui est souvent difficile quand on est jeune étudiant, on sait qu'on veut devenir entrepreneur, on sait que c'est la carrière que l'on va poursuivre, mais ce n'est pas toujours évident de trouver une idée. Ce n'est pas toujours évident de trouver un endroit où être innovant. Et donc, c'est à travers ce type d'exercice, avec un carnet, à forger son regard, éventuellement à faire ses premières étapes à côté d'un entrepreneur, que l'on se forme au métier et qu'on arrive à alors développer vraiment une capacité, un regard critique qui, à mon avis, fait la vraie différence entre les bons entrepreneurs et les meilleurs entrepreneurs. Donc il y a énormément de facteurs qui font le succès d'un entrepreneur, qui font le succès d'une entreprise. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que mon regard sur la problématique a évolué entre le moment où j'ai lancé la boîte et en fait au sein de Reactor, on a probablement lancé 5 ou 6 différents produits. Et donc en fait avec chaque produit, on a eu des incroyables succès, on a eu des incroyables échecs et on a pu apprendre ce qui faisait la réussite du lancement d'un produit ou non. Et donc avec cette expérience, je porte un regard assez différent sur les facteurs du succès. Au début, j'aurais mentionné facteur numéro 1, l'équipe, facteur numéro 2, le produit, et peut-être 3, des investisseurs, etc.
Et avec le recul, en fait, je classerais ces éléments différemment. Pour moi, le facteur le plus important du succès d'une entreprise ou d'un entrepreneur, c'est vraiment le choix du marché. Qu'est-ce que j'entends par choix du marché? C'est cette combinaison de clients, produits, concurrents. Et en fait, dans l'entrepreneuriat, on parle souvent de chercher le product market fit. Donc cette correspondance entre un produit et un marché qui correspond donc à un synonyme du problème. Et en fait, ce choix du marché, c'est vraiment pour moi la décision la plus critique. Il y a des entrepreneurs qui étaient pas très fins, avec des mauvaises équipes, avec un mauvais produit, mais qui se sont retrouvés dans un marché où il y avait une telle demande, un tel besoin, qu'ils ont juste été portés avec la vague, et ils ont été incroyablement plus efficaces, avec des réussites tellement plus importantes que des entrepreneurs qui avaient des extraordinaires équipes, des extraordinaires produits, mais qui s'étaient juste retrouvés dans un marché où voilà, la croissance n'a pas été au rendez-vous. Et donc pour moi, vraiment, ce choix du marché, c'est en fait le facteur de réussite le plus important. C'est une des raisons pour laquelle je vais prendre beaucoup de temps à choisir mon opportunité suivante et à choisir le marché dans lequel je compte me lancer. Je suis très intrigué par le digital appliqué à la santé. La santé, c'est un marché de 46 milliards d'euros en Belgique. Mais dans ce marché, quelle est la problématique sur laquelle je veux m'atteler? Je vais garder énormément de temps pour comprendre quelle est la vraie demande, quel est le cycle d'achat des acheteurs, quels sont les concurrents, pas tellement belges, parce qu'il y en a assez peu, mais plutôt étrangers, particulièrement américains, et dire, ok, dans ce marché-là, où est-ce que je vais démarrer, quelle est la séquence que je compte poursuivre, et alors, évidemment, la qualité de l'équipe, et à réfléchir, est-ce un marché capitalistique et donc est-ce que la réputation, est-ce que la notoriété des investisseurs peuvent faire la différence? En fait, j'ai eu l'occasion de lever 12 millions d'euros avec Aria, et donc j'ai vu ce que c'était que de passer à travers un processus de fonds, de levée de fonds. J'ai vu les différences de personnalité des différents investisseurs, j'ai vu les différences d'implication dans les structures des différents investisseurs. Et donc là aussi, ça peut être un enjeu, ça peut être un atout que de lever des fonds avec un investisseur qui a vraiment une réputation internationale. Et typiquement aujourd'hui, je me tournerais presque directement vers le marché anglais pour aller lever des fonds. C'est en Angleterre qu'il y a des termes très attractifs pour des fondateurs, avec des fonds qui savent se comporter comme des investisseurs professionnels et qui ouvrent la porte vers les États-Unis. Et il y a énormément de création de valeur qui peut être opérée à travers ce genre d'expansion transatlantique. Quand je sortais du NIF et que j'ai commencé chez McKinsey, j'avais le même syndrome que beaucoup de jeunes entrepreneurs qui disent « moi j'ai envie d'être entrepreneur quand je suis grand ». La première question que les gens vous posent quand on déclare le fait de vouloir devenir entrepreneur, c'est quelle est ton idée? Et en fait, à l'époque, j'avais pas d'idée. J'étais pas né dans un métier. Mes parents sont antiquaires, donc c'est pas nécessairement l'industrie dans laquelle il y a le plus d'entrepreneuriat. C'est pas non plus l'industrie dans laquelle je voulais me lancer. Donc il fallait que je trouve un marché, il fallait que je trouve une idée. Et donc notre premier réflexe, ça a été de dire, ok, listons 10 idées pour lesquelles on va être très sérieux et on va faire des mini business plans. C'était des documents de 10 pages et sur chacune des idées, chacune des opportunités, on essayait de trouver des données, faire des projections sur quelles seraient les sources de revenus, les sources de coûts. Il ne s'agissait pas de faire 10 plans financiers avec projection sur 5 ans, mais juste les quelques éléments de go-no-go pour filtrer les idées. Et des 10, certaines idées venaient de notre réseau, certaines idées venaient de notre créativité, certaines idées venaient de l'Internet, où on avait commencé par les 10 startups les plus sexy des États-Unis. Donc là aussi, on avait pris 2 ou 3 idées qu'on pensait pouvoir répliquer en Belgique. Des 10 idées, il y en a 3 qui ont passé les filtres. Et donc, on s'est dit, lançons les 3, et puis on verra lesquels ont le plus de traction. Plutôt que de simplement filtrer par intellect, par logique, par instinct, on a mis les 3 idées sur le marché
Et une des idées a particulièrement bien marché, c'est Reactor. Et ça a très bien marché parce qu'en fait, sans le savoir, on était au début de la vague de l'analytics, on était au début de la vague du big data. Et donc en fait, cette vague nous apportait, on doublait de taille chaque année, on est arrivé à créer une des plus grandes boîtes tech de Belgique. Donc c'est pour ça que j'insiste, le choix du marché, c'est vraiment la décision la plus importante, particulièrement quand on se lance. Et si vous avez la possibilité de vous faire coacher par des entrepreneurs qui ont parfois un regard un peu plus critique, un peu plus expérimenté là-dessus, ça peut être un incroyable facteur d'accélération. J'ai la chance de pouvoir coacher probablement 2 à 3 entrepreneurs par semaine. Et donc j'adore pouvoir échanger, ouvrir les portes, partager les expériences, les apprentissages, qu'ils étaient faciles ou difficiles. Mais donc n'hésitez pas à prendre contact, pas uniquement avec moi, mais avec d'autres entrepreneurs, parce que c'est un métier où il y a une incroyable quantité de solidarité. Le deuxième appel, c'est un appel justement à la responsabilité. Si vous devenez entrepreneur, n'hésitez pas à reprendre le flambeau et à vous-même coacher les générations futures. On a un assez grand retard dans la maturité des entrepreneurs en Belgique. C'est devenu cool récemment de devenir entrepreneur, ce n'a pas toujours été le cas. Et donc c'est uniquement à travers la communauté qu'on va arriver à rattraper notre retard et à faire en sorte que notre communauté entrepreneuriale soit tout aussi talentueuse que les Américaines, que les Allemandes, que les Françaises ou les Anglaises.